Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de l'Assemblée municipale de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes mardi le 10 octobre 2023. Il est 19h, je déclare ainsi cette séance ouverte, séance qui se passe ce soir devant un petit mais apprécié public. Puis je pense que c'est le plus nombreux depuis quelques mois, parce que nous roulions à quelques personnes, et là nous sommes quelques personnes plus 2. Donc, merci de vous être déplacés, on l'apprécie beaucoup. C'est beaucoup plus agréable de tenir une séance devant des gens qui nous regardent qu'une simple caméra, bien que nous apprécions évidemment transmettre l'information en direct au public. J'ai une petite annonce, une simple annonce. Je pense que mes collègues autour de moi, d'ailleurs, nous avons un conseil complet ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Mes collègues vont vous entretenir de beaucoup de choses à venir au cours du prochain mois. Moi, j'ai noté simplement de vous souligner le début des travaux, rue Jonathan, rue Marc-André. Ce sont des travaux quand même majeurs pour des routes qui ne sont pas sur notre réseau principal. Donc, on refait une bonne partie des structures de ces deux rues-là, spécialement Jonathan. Ça fait partie des rues qui avaient été faites à la va-vite à une époque où on développait rapidement, sans nécessairement avoir des critères satisfaisants là, pour répondre à la circulation. Donc, la ville de Saint-Colomban est en éternel rattrapage concernant ces infrastructures-là. C'est dommage parce que quand c'est fait la première fois, souvent c'est payé par le promoteur. Évidemment, le promoteur ventile ses coûts à la vente de terrain, mais en bout de ligne, la ville récupère normalement une infrastructure qui doit résister ou passer à travers le temps. Quand c'est mal fait, bien, ça implique de refaire souvent ces infrastructures-là beaucoup plus vite, alors que nos besoins s'accumulent. Donc, mais on a établi maintenant, puis j'en ai parlé beaucoup, je vais en parler encore dans les prochains mois, une liste de travaux effectués en fonction de critères très, très, très objectifs et spécifiques qui sont inclus dans le PIIRL. Ça a été fait par une firme externe, je crois, de Chaudière-Appalaches, qui sont venus documenter tous les segments de nos routes principales là, et réalisés depuis quelques années pour vraiment nous indiquer dans quel état ils sont, quelles interventions sont à privilégier sur d'autres. Donc, puis le souhait qu'on avait quand nous étions rentrés en poste en 2017, puis ça se poursuit évidemment aujourd'hui, c'était de sortir un peu la politique des travaux d'infrastructure routière, pardonnez-moi, parce que les besoins sont grands, puis il y a des critères qui sont beaucoup plus importants que de faire un peu de capital politique par de l'épandage d'asphalte. Jonathan, Marc-André, c'est deux exemples. On le savait que les infrastructures étaient endommagées, surtout la fondation. Marc-André, pour ceux qui passent Oiselet, la jeunesse, là, il y avait une section assez endommagée pour laquelle on risquait, si on n'intervenait pas maintenant, de perdre ou d'aggraver la situation à court terme. Donc, la mise à jour, évidemment, les travaux ont commencé le 2 octobre puis sont prévus pour une durée de 8 semaines. Donc, un gros 2 mois de travaux. Je pense que ça souligne qu'on fait plus qu'une pulvérisation et un réasphaltage. Ça m'amène au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est tel que présenté, tel qu'il était disponible sur le site Internet de la Ville. Ça prend quelqu'un qui propose l'adoption. Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci beaucoup, Mme Gravel. En suivi, j'avais répondu aux questions le mois dernier, période d'intervention réservée aux élus. On a eu beaucoup de temps avant la séance, mais on n'a pas pris de temps d'établir ce point-là. Fait que je vais ad lib et vous m'indiquez si vous voulez prendre parole ce soir, M. Urbain. Mme Wilson. Mme Dorèche. Oui, tout à fait. Alors, vous devinez de quoi je vais vous parler ce soir? Cette année, à Saint-Colomban, il n'y aura pas un, mais deux fêtes de l'Halloween. En fait, la première sera... La première sera le 28 octobre à Laurier-des-Bois, dans le sentier de Laurier-des-Bois. Et la deuxième, évidemment, c'est le 31 octobre.
Les petits-enfants de 0 à 10 ans sont invités de 15 h à 17 h et pour les plus courageux, ce sera de 18 h à 20 h. Les Vikings sont arrivés en ville, assoiffés de recherche et de combat. Ils sont établis dans leur village de la forêt de l'Orée-des-Bois. Venez frissonner avec nous dans une expérience immersive au cœur du village des Vikings. La cérémonie de sacrifice est sur le point de commencer. Mais j'aimerais surtout que vous reteniez que nous... J'aimerais surtout que vous reteniez que nous écoutons le peuple. Merci. Merci, Mme Darèche. C'était on ne le savait pas, hein? C'est une belle surprise. J'ai pensé jusqu'à dame. Donc, le Sentier hanté, hein, le 28 octobre prochain, il y a un parcours pour les jeunes enfants, pour éviter de leur faire trop peur, mais il y a un parcours aussi pour les adolescents, les adolescents et les adultes. Ouais, je pense depuis quelques années, est-ce que vous me permettez de renchérir, Mme Darèche? Depuis quelques années, notre service de loisirs se donne quand même de manière très engagée à la création d'un parcours, d'un sentier, je dirais, imaginatif et orienté beaucoup sur un parcours immersif. Si vous ne l'avez jamais fait, ça vaut la peine. L'an passé, j'y avais participé comme personnage. Mais je vous invite évidemment là, à travailler là-dessus. Je sais que c'est un des projets favoris d'Aurélien Monseur, qui est le coordo aux activités jeunesse et un excellent acteur en théâtre. Merci, Danielle. Madame Mercier. Oui, ce soir, je vous parle des bourses d'élite sportive, donc dans le but de soutenir financièrement les athlètes colombanois de tous les niveaux. La Ville de Saint-Colomban offre ce programme de bourses. Donc, vous pouvez remplir le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 20 octobre. Puis, la remise des bourses se fera mardi, le 19 décembre. Puis, je voulais aussi faire un petit retour sur la veillée trad qui a eu lieu samedi, le 30 septembre passé, dans le cadre des Journées de la culture. Donc, on s'est vraiment bien amusé. Merci à tous ceux qui ont été là. Il y a eu beaucoup de monde. C'était vraiment une belle fête bien réussie. Beaucoup d'enfants, parents. Donc, une belle fête intergénérationnelle aussi. Donc, puis merci à Mélanie, qui est directrice à la bibliothèque, puis à toute son équipe pour la décoration et l'organisation. Ils ont réussi à rendre une belle ambiance festive. Merci. Merci, Mme Mercier. Mme Gravel. Bien, bonsoir. C'est simplement pour vous rappeler que nous avons toujours l'entente avec le Parc régional de Bois-de-Belle-Rivière. Donc, vous pouvez profiter des couleurs de l'automne, ainsi apporter vos petits pitous pour vous promener. Ils ont accès au parc. Alors, c'est gratuit pour les Colombanois et Colombanoises. Merci, Mme Scriven. Pas de parole. Mme Raby-Beaulieu. Oui, alors je voulais vous parler des activités de la bibliothèque comme j'ai l'habitude de le faire, sauf que là, je vais plutôt vous inviter à aller consulter le Colombanois parce qu'il y a à peu près 10 pages d'activités à faire à la bibliothèque cet automne. Donc, ça va être beaucoup trop long de tous les énumérer. Donc, allez lire le Colombanois ou allez directement sur le site Facebook de la bibliothèque de Saint-Colomban. Vous allez trouver plein de belles activités pour tous les goûts. Et je voudrais aussi vous mentionner que le CAPARDN, donc... est à la recherche d'administrateurs. Donc, si vous avez du temps à donner, que vous souhaitez vous investir au niveau de cet organisme, le capardn.ca, pour soumettre votre candidature d'administrateur. Merci. Merci, Mme Raby-Beaulieu. Mme Isabelle Lapointe. Oui, j'ai oublié mon déguisement de Noël, Daniel. J'aurais aimé ça que tu m'appelles avant. Il reste un mois, hein? Oui, je le sais, mais... Alors, c'est concernant la parade de Noël qui aura lieu cette année le samedi 9 décembre. Alors, si votre entreprise ou votre organisme veut se démarquer auprès de la population colombanoise, encore cette année, on ouvre à la population ceux qui veulent se faire de participer à la parade et de faire son char allégorique. Alors, qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de meilleure façon de vous faire remarquer qu'avec un gigantesque char allégorique festif à l'image de votre compagnie, lors du défilé de Noël le 9 décembre prochain. Alors, contracteur ou comptable, la seule limite, c'est votre imagination et le gros bon sens, évidemment. Ça ressemble pas mal
au plus gros, t'es pas game de te faire un char allégorique. Alors, si ça vous tente de participer, envoyez un courriel au loisir, à loisir au pluriel à saint-colomban.qc.ca avec votre concept détaillé avant le 15 octobre prochain. Donc, ça s'en vient. Je comprends que c'est le 9 décembre, mais c'est pour bientôt. 5 jours. Ben, c'était dans le Colombanois. Oui, exact. Puis sur le site de la ville. Et puis, je sais que ma collègue à côté ne s'est pas vantée, mais elle a son lancement de livre dimanche matin à la bibliothèque. Nouvel album jeunesse. Alors, si ça vous intéresse, Jessica sera là à la bibliothèque dimanche matin pour son lancement de son dernier bébé. Bonne soirée. Merci, Mme Lapointe. 2.1.3, période d'intervention du public relativement à des sujets à l'ordre du jour de ce soir. Donc, c'est une période de questions qui est à la disposition des gens dans la salle et même en ligne. L'objectif de cette période de questions-là, c'est de poser des questions avant la tenue de vote des membres du conseil, des membres du conseil municipal. Donc, pour les gens dans la salle, vous présentez au lutrin, vous posez votre question, ensuite on passe en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. En ligne? Bonsoir, non, aucune question en ligne. Merci beaucoup. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de mars 2023. La rencontre s'est tenue le 27 mars dernier. 2.1.5, autorisation de participation à un cocktail dînatoire de la maison et l'avenue d'Ariane. Considérant que Mesdames les conseillères Danielle Derège, Valérie Gravel, Isabelle Lapointe, Jessica Ravibeaulieu et Ayla Scriven souhaitent participer au cocktail dînatoire de la maison et l'avenue d'Ariane tenu dans le cadre de leur campagne de financement annuelle, il est proposé d'autoriser ces dites dames à participer au cocktail qui se tiendra le 15 novembre prochain et d'autoriser une dépense de 100 $ par participante, soit le coût du billet d'entrée de l'événement, d'imputer cette dépense à même les activités de fonctionnement au code budgétaire 0210 00998. C'est un code budgétaire qui est mis à la disposition uniquement pour les élus pour financer leur activité, soit de déplacement ou de représentation en cours d'année. Et la maison d'Ariane, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison pour hébergement, c'est une maison d'hébergement qui s'adresse aux femmes victimes de violences conjugales. Ils accueillent aussi évidemment les enfants qui peuvent parfois accompagner la mère. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci beaucoup. 2.1.6, cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Donc, c'est une résolution de groupe. C'est un effort qui est mis en œuvre par l'Union des municipalités du Québec dans le but de faire des revendications auprès du gouvernement provincial dans le geste que pose le gouvernement québécois du fait de faire porter la responsabilité d'achat des terrains aux municipalités alors que c'est pour un service provincial, service public provincial. En ce qui nous concerne, évidemment, c'est l'éducation. Donc, considérant qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, projet de loi numéro 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires. Considérant que ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et que le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert des revenus issus de la taxe scolaire, considérant que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec, considérant que plusieurs municipalités ont constaté une détérioration de la culture de partenariat avec les autorités scolaires depuis l'adoption du projet de loi numéro 40 qui se reflète tant au niveau de l'accès aux équipements scolaires, exemple gymnase et piscine, qu'au niveau du partage de la planification des centres de services scolaires avec les municipalités. Considérant qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative, considérant que dans un contexte où les pressions inflationnistes sont importantes et où les responsabilités des municipalités sont constamment à la hausse, ce fardeau financier supplémentaire devient difficilement gérable par le milieu municipal. Considérant que depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction et l'agrandissement d'établissements scolaires. Considérant que malgré les interventions du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger la situation, le gouvernement du Québec n'a pas exprimé la volonté de revoir les façons de faire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Saint-Colomban demande au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition des meubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux bâtiments ou nouveaux établissements scolaires,
de s'assurer que les centres de services scolaires privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, de s'assurer aussi que ces mêmes centres collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif. Au cours des derniers mois, des dernières semaines, il y a eu quelques cas qui ont fait les manchettes, notamment Val-David, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Brossard. Donc, dans le développement des villes, par cette modification législative-là, le gouvernement a maintenant le pouvoir d'imposer aux villes et municipalités l'achat d'un terrain. Ici, on est quand même chanceux parce que ça fait longtemps qu'on a implanté un réflexe de penser aux conséquences de notre développement, si bien que quand on accepte des projets, souvent on acquiert des terrains, vous le voyez là, dans les derniers mois, dans les dernières années. On prend de plus en plus de terrains au lieu de prendre l'argent qui découle du fonds de parc et terrain de jeu. On a deux options, on prend l'argent ou la superficie. Dans une perspective où on sait qu'on a une ville en croissance, on a changé beaucoup la philosophie, puis on prend des terrains maintenant, ce qui nous permet de ne pas avoir à acheter ces terrains-là le jour où le gouvernement arrive et veut nous imposer une implantation d'école, par exemple. Toutefois, lors de la construction d'écoles Le Triolet, même s'il n'y avait pas de modification législative qui avait été faite à l'époque, il y avait une culture dans les Laurentides comme quoi les villes donnaient les terrains parce que le Centre de services scolaires avait mis en compétition les différentes villes pour favoriser les implantations d'écoles. Ceci dit, j'ai nommé depuis 2020, il y a eu une modification législative qui force. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au Triolet, la ville, à l'époque, on est en 2015 probablement, n'est-ce pas, Mme Parent, 2014-2015, toute la négo pour les terrains dans le Colombier. On a dépensé 660 000 $ en terrain, puis ça a été fait, il y avait eu de l'expropriation. Je pense qu'on était allé en expro ou gré à gré. De gré à gré, mais quand même, on aurait pu aller en expro. C'est bien qu'on les a payés, ces terrains-là. Là, c'est pas le même enjeu quand il n'y a rien de construit que quand il y a déjà des choses construites. Puis quand on regarde à Brossard, à Sainte-Marthe, ça pourrait être le cas ici. Là, actuellement, les villes, les seuls terrains disponibles qui sont à leur possession pour éviter de se rentrer dans une surenchère liée à la spéculation immobilière, là, il y a des villes qui cèdent des parcs pour construire des écoles parce que les villes n'ont pas les moyens d'acheter des terrains. Pour certaines municipalités dans la communauté métropolitaine de Montréal, où il y a quand même une grande pression au niveau de la spéculation financière et résidentielle, souvent le coût d'un achat de terrain est plus élevé que le budget annuel de la dite municipalité, ce qui est insensé. Puis le gouvernement, actuellement, prend une position qui vient dire que ce sont les villes qui bénéficient de la richesse foncière qu'implique l'implantation d'une école sur un territoire. Mais quand une ville a à dépenser 12, 14, 16 millions pour acheter un terrain, avant de voir les bénéfices de cette augmentation de richesse foncière liée à l'implantation d'une école primaire, ça peut mettre en péril la santé financière de plusieurs villes au Québec, sinon menacer, évidemment, l'existence de plusieurs espaces verts dans la ville. Donc, on est solidaire avec nos collègues. C'est en ce sens-là, même si notre situation n'est pas la même ici, parce qu'on a de l'espace, puis ça fait longtemps qu'on est habitué à ce principe-là, mais ça nous ferait vraiment plaisir de ne pas s'occuper de ça et de se soustraire de ces responsabilités-là, parce qu'ultimement, c'est des terrains qui pourraient servir à d'autres choses. Donc, ça prend quelqu'un qui propose cette résolution-là. J'aimerais ça le proposer, M. le maire, Christiane Wilson. Merci beaucoup, Mme Wilson. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Ça va? Merci. 2.1.7, nomination et retrait de membres au sein de différents comités municipaux. Considérant qu'il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des membres de divers comités, s'il y a deux modifications si présentes. Il s'agit de nommer les membres élus suivants au sein des divers comités comme suit. Au conseil d'administration des centres d'activité physique Rivière-du-Nord, donc on nomme Mme Wilson, représentante de la ville de Saint-Colomban, à titre d'observatrice sur le conseil d'administration, avec comme substitut Mme Jessica Raby-Beaulieu. Et de nommer les membres citoyens suivants au sein de divers comités comme suit. Comité consultatif d'environnement, Mme Danielle Bastien, pour un mandat qui se terminerait le 15 janvier 2025. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci, je le propose. Bienvenue, Mme Bastien. Merci beaucoup.
2.1.8, retrait de constat, dossier de la Cour municipale. Donc, il y a eu l'analyse d'un constat d'infraction numéro 495-412 de la Cour municipale de Mirabel. Nous avons une recommandation de notre procureur de la Ville à l'effet de retirer le constat d'infraction numéro 495-412. Donc, le procureur prend connaissance du dossier, a fort probablement évalué que la preuve n'était pas suffisante dans une perspective de contestation. Donc, on a fait une recommandation de retirer le constat. Donc, il s'agit de proposer d'entériner la recommandation du procureur de la Ville de retirer le constat d'infraction numéro 495-412 de la Cour municipale de Mirabel. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 2.2.1. Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en septembre 2023. Donc, les rencontres se sont tenues en séance ordinaire le 12 septembre 2023, séance extraordinaire relative au PTI, que nous avons aussi présenté le 12 septembre 2023, et le procès-verbal de correction du 28 septembre 2023. Il s'agit d'approuver et d'adopter. Qui le fera? Valérie Gravèche a proposé. Merci, Mme Gravel. 2.2.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1017-2023-03, modifiant le règlement 1017-2021, régissant les comités de la Ville de Saint-Colomban, comité famille aînée et personnes handicapées. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, il s'agit de modifier les composantes, les gens qui composent ces 10 comités. Donc, c'est bien décrit derrière moi. Donc, il s'agit de l'article 75. Donc, vous avez, principalement, là, c'est l'ajout de la directrice du service de la bibliothèque qui vient s'ajouter à la constitution du comité. 2.2.3, adoption du règlement numéro 5001-2023 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911, abrogeant et remplaçant le règlement 5001 ainsi que tout règlement antérieur sur le même objet. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur notre compte de téléphone, donc qu'il soit cellulaire ou ligne résidentielle. C'est une modification imposée par le gouvernement du Québec en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. En ce qui me concerne, c'est un certain anachronisme parce que de plus en plus de gens n'ont plus de ligne fixe résidentielle. Donc, de se rapporter à une ville ou une municipalité pour faire un tel changement, ça va être de moins en moins pertinent puisque nous avons de plus en plus ces machines qui ne sont ni attachées et ni représentatives du lieu où on habite. Mais on a encore une obligation de faire une réglementation à ce titre-là. Donc, il y a 2 éléments notables dans ce règlement-là. On fait passer le paiement à 46 sous par mois à 52 sous par mois. Puis, il y a aussi, on y ajoute un principe d'indexation annuelle qui n'existait pas avant. Donc, ça faisait longtemps que le service, on se faisait charger 46 sous par mois. Donc, le gouvernement a proposé une modification à la hausse du taux mensuel, en plus d'appliquer un principe d'indexation annuelle. C'est ce que vient dire ce règlement-là. Est-ce que quelqu'un propose cette obligation de ne pas faire autrement que la loi? Valérie Gravèche a proposé, puis en passant, c'est à partir du 1er janvier 2024. Merci, Mme Gravel, pour cette précision. 2.2.4, dépôt de certificat de la procédure d'enregistrement tenue les 20 et 21 septembre 2023 relativement au règlement d'emprunt numéro 2037 portant sur les honoraires professionnels requis pour la réalisation de plans de vie, surveillance et concours relatifs aux travaux de construction de la nouvelle bibliothèque municipale et autoriser un emprunt d'1 365 000 $ nécessaire à cette fin. Donc, Mme Séguin, je vous ai surpris, hein? C'est votre temps de parole. Je dépose. Oui. Donc, signifié, il n'y a eu aucune signature. Donc, le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 1357 pour une population habile à voter de 13 461. Donc, ce règlement-là est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Je m'excuse, j'aurais dû vous avertir. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un dépôt, hein? Oui. 2.3.1. Dépôt du rapport des dépenses de paiement autorisées pour la période du 1er au 30 septembre 2023. Ça concerne un montant de 814 531 $ et 37 sous et ça fait référence au chèque 36 357 à 36 442, j'imagine. Il y a comme un chiffre de trop, sinon ça ferait du chèque au dollar, ça. Le chiffre que j'ai, c'est 364 427. Oui. Fait que il y a soit un 2 ou un 7 de trop. Un 4. Je vous laisse voir à ça. Et on va comprendre qu'il a été corrigé en séance tenante.
Merci beaucoup. 2.3.2. Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Celui-ci, ça correspond à un montant de 866 322,47 $. Ça fait référence au chèque 36 428 à 36 582. Donc, en effet, il y avait un 4 de trop au point précédent. Et on propose d'autoriser la trésorière ou en son absence, la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. Ça prend quelqu'un qui propose. Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.3.3, dépôt du rapport des états comparatifs au 30 septembre 2023. C'est un dépôt et c'est effectué en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. 2.3.4, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 200 000 qui sera réalisé le 17 octobre 2023. Donc, c'est un refinancement d'endettement, finalement, de règlement d'emprunt que nous avions. Je veux simplement vous souligner que notre dernière résolution de concordance pour du financement, on était à 3,2 % de frais d'intérêt. On est aujourd'hui à 5 points. Si on va le voir au point suivant, là, je vais un petit peu vite, là, mais on va être à 5,87. Donc, l'augmentation des taux, vous le voyez. Dans le point qui nous concerne, c'est simplement de venir fixer les montants de refinancement pour les règlements d'emprunt. Donc, on a 3 règlements qui sont financés de 5 façons, donc 2 règlements, 2 façons différentes. Le règlement 2010, le règlement 2006, le règlement 2031. Donc, le tableau est derrière moi. Pour les plus petits montants, on est beaucoup dans le résiduel de la taxe essence compensation Québec. Ça, c'est de l'argent qu'on reçoit annuellement par le gouvernement provincial qui vient assumer finalement l'emprunt qui a été contracté il y a plusieurs années. Donc, le gouvernement fédéral, quand il nous envoie des subventions de la TEC, il nous envoie le montant immédiat. Donc, on l'applique immédiatement au remboursement du règlement. Québec, ce qu'ils nous font, en fait, c'est qu'ils envoient un montant annuel pour chaque projet. Si bien qu'il y a des intérêts qui s'accumulent, puis c'est nous qui assumons les intérêts de financement. Ça a été une méthode qui a été prise, je pense, dans les fins des années 90. Puis ça a permis au gouvernement du Québec d'alléger sa dette publique parce qu'il a transféré cette dette-là sur les épaules des villes, chose que nous n'oublions pas. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt pour les règlements d'emprunt numéro 2010 et 2031, la Ville de Saint-Colomban souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, on veut réduire finalement le fait de payer des intérêts dans une perspective où les taux augmentent. Considérant que la Ville de Saint-Colomban avait le 16 octobre 2023 un emprunt au montant de 512 600 $ sur un emprunt original d'1 887. Il y a une petite erreur dans le nombre, si je me fie à ce qui est écrit. 600 $ concernant le financement des règlements d'emprunt 2010, 2010 et 2006, considérant qu'en date du 16 octobre 2023, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Considérant que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 17 octobre 2023 inclut les montants requis pour ce refinancement. Considérant qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 2010, 2010 et 2006. En conséquence, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 17 octobre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 avril et le 17 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Là, vous n'avez pas le tableau, mais on a le remboursement annuel et le résiduel qui restera à renouveler en 2028. Donc, par exemple, 2024, on s'engage à rembourser pour 142 000 de ce refinancement-là. 2025, 150. 2026, 158 500. 2027, 167 000. Et 2028, 176 800 avec un potentiel renouvellement 405 000 en 2028. Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2010 et 2031 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 17 octobre 2023 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt, que compte tenu de l'emprunt par billet du 17 octobre 2023, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 2010, 2010 et 2006 soit prolongé d'un jour. Est-ce que quelqu'un propose?
Daniel Darèche, je vais proposer. Merci, Mme Darèche. 2.3.5, eh bien, on refinance. Là, après, il faut solliciter les institutions bancaires pour nous prêter l'argent. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Donc, c'est le ministère, en fait, qui va en appel d'offres pour nous. Donc, on a eu 3 institutions financières qui ont répondu à notre appel d'adjudication d'émission d'obligation. Donc, on a eu la Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord, la Financière Banque Nationale et la Banque Royale du Canada. Donc, pour chaque année, ils proposent des taux et on vient fixer finalement une moyenne. Puis la moyenne vient établir le coût réel du financement sur 5 ans. Puis dans le cas qui nous concerne, que la Ville de Saint-Colomban accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord pour son emprunt par billet en date du 17 octobre 2023 au montant de 1 200 000 effectué en vertu des règlements d'emprunt 2010, 2006 et 2031. Ces billets sont émis au prix de 100 000 $, j'imagine, pour chaque 100 $ valeur nominale de billets chez en série de 5 ans à un taux d'intérêt à 5,87 % et que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on se finançait il n'y a pas longtemps à 3,5 %. On est rendu à 5,87 %. Donc, il faut faire attention à ça. Évidemment, ça va avoir un impact sur la planification budgétaire parce que ça veut dire qu'on va payer plus d'intérêts pour 2024. Donc, on estime ça entre 50 000 et 100 000 d'inflation liée à l'augmentation des taux d'intérêt qu'on va devoir payer. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 30 août 2023 au 26 septembre 2023. Donc, Mme Scriven, est-ce que vous voulez en faire un résumé? Donc, conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020 concernant la délégation de pouvoir suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2019, la directrice DRH dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 30 août 2023 au 26 septembre 2023. Donc, nous avons eu 15 embauches, dont le poste d'intervenante psychosociale pour lequel vous avez été nombreux à postuler. Une nomination, 5 départs, 3 congés sans solde et une mesure disciplinaire. Merci beaucoup, Mme Scriven. Ça nous amène au point 2.4.2. Embauche d'une intervenante psychosociale, considérant que le poste d'intervenante psychosociale était vacant, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande de nommer Mme Amélie Roberge-Duquette à ce poste. Il est proposé d'embaucher cette dite dame à compter du 6 novembre 2023 et de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 1, échelon 6 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Donc, cette candidature-là a émergé de plus de 30 CV. Et cette candidature-là aussi a été sélectionnée après 2 entrevues. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 2.4.3, fin de la période de probation, coordonnatrice à la bibliothèque et aux activités culturelles, greffière et contremaître au service des travaux publics. Donc, considérant que par ces résolutions numéro 150-05-2023, 152-05-2023 et 175-05-2023, la Ville a procédé à la nomination et embauche des personnes suivantes. Mme Michèle Carignan, à titre de coordonnatrice à la bibliothèque et aux activités culturelles à compter du 22 mai 2023. Mme Catherine Séguin, à titre de greffière à compter du 15 mai 2023. M. Marc-André Boivin, à titre de contremaître au service des travaux publics à compter du 12 juin 2023. Tous selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Considérant que conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, ces 3 personnes ont rencontré les objectifs fixés à leur engagement, il est proposé de mettre fin à leur période de probation et de confirmer leur statut d'employé cadre permanent. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.4.4. Mesure disciplinaire, suspension d'une journée sans solde de l'employé portant le numéro 700-025. Donc, il s'agit d'imposer une mesure disciplinaire à l'employé portant le numéro 700-025, laquelle consiste en une journée de suspension sans solde qui aura lieu le 18 octobre 2023. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je le propose. Merci. 2.5.1, octroi de contrat, refonte du site web de la Ville de Saint-Colomban. Donc, considérant que la Ville désire procéder à la refonte du site web de la Ville, une demande qui était beaucoup... on a reçu énormément de commentaires, en fait, sur la qualité de notre site web, l'accessibilité de l'information, la clarté de l'information sur le site.
était extrêmement déficiente. C'est un site qui est extrêmement lourd, très difficile à mettre à jour. C'est un site qui cumule des données, qui efface pas nécessairement les anciennes. Fait qu'avec le temps, ça devenait très, très, très difficile à manœuvrer à l'intérieur du système. Donc, on nous a sensibilisés dès l'an passé. Je pense qu'on était au PTI. Puis, on nous avait préparé au fait de se faire à l'idée. Donc, on a décidé d'accélérer parce qu'on était supposé le passer en PTI, mais il n'y a pas de raison nécessairement d'attendre, étant donné qu'on était capable d'affecter le financement. Vous allez le voir, là, ça va être financé au surplus non affecté. Mais on a décidé déjà d'aller de l'avant pour gagner du temps, parce que si on sait que le besoin il est présent, on n'a pas nécessairement besoin d'attendre des mois. Donc, la directrice du service des communications effectue une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Atelier 288, LG2 Montréal, Blanco, agence numérique. Donc, considérant que le résultat de la recherche de prix excluant les taxes applicables est le suivant, vous l'avez derrière moi. Donc, on avait 2 options. Prix option A, 47 020 Prix option B, 56 620 La distinction, c'est avec une option boutique en ligne. Donc, on a énormément de matériel qu'on veut mettre à la disposition. Donc, ça nous offre vraiment une plateforme de boutique en ligne qu'on pourra utiliser en temps et lieu. On avait le choix de le faire plus tard ou maintenant. Puis, étant donné que je pense que c'est un besoin qui a été exprimé de manière unanime par le Conseil, on voulait aller de l'avant tout de suite parce que, bon, on vend, vous le savez, on vend des vêtements, il y a des produits promotionnels de la ville. Puis il y a un paquet de trucs aussi qu'on peut ajouter. On se donne cette option-là, puis ça faisait l'unanimité autour de la table. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Blanco, agence numérique, au coût de 56 620 excluant les taxes applicables, et ça conformément à leur offre de prix datée du 28 septembre 2023, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement surplus non affectées au code budgétaire 23 020 projet 2023-16. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Ravibeau-Lieu, je le propose. Merci. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de septembre. La rencontre s'est tenue le 19 septembre dernier. 3.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'environnement du mois de septembre 2023. Cette rencontre-là s'est tenue le 27 septembre dernier. Est-ce que, Mme Mercier, vous voulez entretenir vos collègues et les gens dans la salle et en ligne du contenu? Oui, je vais en discuter un petit peu. Donc, c'est ça, donc en lien avec le PAC, qui est le plan d'action au changement climatique, on a mis en place un fonds vert. Puis, à la lumière de cela, on a regardé pour des projets intéressants pour la prochaine année. Donc, on va aller vers la campagne de sensibilisation pour la gestion des matières résiduelles et ensuite de remplacer les luminaires décoratifs du projet Bonnybrook par l'éclairage OLED. Merci. Merci beaucoup. 3.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 3013 relatif au comité consultatif d'urbanisme, abrogeant et remplaçant le règlement 243 tel qu'amendé. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous le donner, M. le maire. Merci, Mme Derèche. Donc, à chaque fois que vous voyez un règlement avec un petit nombre, 243, qui se transforme en 3013, souvent c'est une mise à jour globale qu'on fait dans un règlement qui n'a pas été fait depuis fort longtemps. Dans le cas-ci, c'est ce qui nous concerne. Donc, on est vraiment venu le mettre dans une structure moderne qui ressemble aux autres règlements. Puis, on est venu vraiment structurer ce règlement-là. C'est ça, ce règlement-là, sous 4 gros chapitres. Donc, en ce qui concerne la Constitution, le rôle et fonctionnement du comité et des membres qui y siègent, le déroulement puis l'obligation des membres. Ce qui est nouveau aussi par rapport à la dernière version, c'est de nommer notre chargé de projet à la réglementation et au plan d'urbanisme en tant que fonctionnaire désigné. Auparavant, il y avait simplement le directeur de l'urbanisme, mais on vient ajouter l'option de pouvoir nommer notre chargé de projet, c'est-tu bien ça? Oui, chargé de projet à la réglementation dans la constitution du comité. Donc, c'est le changement majeur qui est proposé dans ce règlement-là. Donc, c'est un dépôt. 3.4, Mme Derèche, dérogation mineure 2023-20-202, 651, Côte Saint-Nicolas. Parfait. Alors, pour le 3.4, dérogation mineure 2023
20-202- pour le 651 Côte-Saint-Nicolas, considérant la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble suivant, 2023-20-202, et l'identification du site concerné, le matricule 55-69-78-3957, le cadastre 1 990 355, 1 671 163, 1 990 353 et l'adresse, c'est bien le 651 Côte-Saint-Nicolas. Considérant que la demande de dérogation mineure concerne le règlement de zonage 3001 et vise à autoriser, en marge avant, la construction d'un garage isolé dans la projection perpendiculaire de la façade de la maison et de permettre son implantation, que soit implanté le garage soit à 13,42 mètres au lieu du 15 mètres minimum, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 48 1100, préparé par Alain Tifo, arpentage géomètre, en date du 30 août 2023. Considérant que l'impossibilité d'implanter un garage conforme à la réglementation ailleurs sur le terrain n'a pas été démontrée, considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme sous la résolution 10-09-2023 en date du 19 septembre 2023, concernant la dite demande de dérogation mineure, considérant l'avis public affiché et publié le 25 septembre 2023 sur le site Internet de la ville annoncée. On dirait que ton micro marche. Ah, ben oui. Ouh, allô? Merci. Je vais continuer. Désolée. Considérant l'avis public affiché et publié le 25 septembre 2023 sur le site Internet de la ville annonçant la demande de dérogation mineure 2023-20-202, considérant que la parole est donnée aux personnes présentes ici à l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce point spécifique-là avant qu'on continue le déroulement? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. OK. Il est demandé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure 2023-20-202 comme suit. D'autoriser l'implantation de dérogatoire d'un garage isolé dans la projection perpendiculaire à la façade de la maison, de refuser l'implantation du dit garage isolé avec une marge réduite à moins de 15 mètres, puisque l'impossibilité d'implanter le garage conforme à la réglementation ailleurs sur le terrain n'a pas été démontré, d'autoriser le service d'aménagement, environnement et d'urbanisme à délivrer les permis à cet effet. En conséquence... Oui, donc est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Daniel Derèche. Merci, Mme Derèche. Point 3.5, vous avez maintenu votre micro ouvert. Oui. Excellent. Dérogation mineure. Okay. 2023-20-165-110, Chemin de la Reine. La parole est à vous. D'accord. Considérant que la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble suivant, le 2023-20-165, l'identification du site concerné, le matricule 6068-37-0595, le cadastre 1 671 972 et l'adresse est pour le 110 chemin de la Reine. Considérant que la demande de dérogation mineure affecte le règlement de zonage 3001 et vise à permettre une marge avant du garage isolé à 7,02 mètres au lieu du minimum du 12 mètres tel qu'il est prescrit par le règlement de zonage 3001, article 141, grille de zonage H1-026, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 13-3-84 préparé par Jean-Pierre Caillat, arpentage géomètre, en date du 14 juillet 2023. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sous la résolution 11-09-2023 en date du 19 septembre dernier, considérant l'avis public affiché et publié le 25 septembre 2023 sur le site Internet de la ville annonçant la dite demande de dérogation mineure, considérant la parole qui est donnée aux personnes présentes ici à l'Assemblée ce soir. La même chose, si vous avez des questions. Non, on continue. Il est demandé d'approuver la dérogation mineure 2023
20-165 tel que recommandé et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à délivrer le permis de conduire à cet effet, le permis de construire à cet effet. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose, peut-être avant, là, peut-être distinguer que le cas qui nous concerne ici, là, c'est un bâtiment qui était déjà construit. Oui. Et qui datait de nombreuses années. C'est ça. Et ça arrive souvent, là, il y a des gens qui font des constructions, des fois la réglementation n'était pas applicable l'année où ça a été construit. Donc là, ça se retrouve en contradiction avec les règlements actuels. Ceci dit, quand les gens désirent vendre leur maison, ils ont l'obligation de présenter un certificat de localisation. Donc c'est là que ces petits trucs-là apparaissent finalement au dossier à la ville. Puis là, le travail du CCU, c'est de revoir, est-ce qu'on a des éléments dans le dossier qui nous permettent de croire que ça a été fait de manière volontaire et de mauvaise foi en évitant un permis. Puis quand on évacue ces choses-là, bien souvent, le CCU va recommander l'approbation du dossier. Dans le cas qui nous précédait, donc c'est un bâtiment à venir. Donc, il y a quand même une distinction. Là, ici, on venait régulariser une situation. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je vais proposer. Merci. 3.6. Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Dorèche? Oui. Alors, considérant la demande de certificat pour un projet d'installation d'enseigne sur poteau situé sur le lot 3 801 152 du Cadastre du Québec, situé sur le 162 Côte-Saint-Paul, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant le PIIA, considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme sous la résolution 12-09-2023 en date du 19 septembre 2023, il est demandé d'accepter le concept numéro 1 sur le lot 3 801 152 du Cadastre du Québec et ayant comme adresse le 162 Côte-Saint-Paul, le tout tel que démontré et préparé par la firme copie conforme et ce, conformément au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il est demandé aussi d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre le permis à cet effet. Donc, c'est une demande d'affichage pour le commerce Pignon de Pain, pour ceux qui connaissent. Donc, avec la modification des propriétaires, on a voulu modifier l'affichage. Puis le règlement, l'affichage des commerces est assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est l'objet de la requête ici. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer encore. Daniel Dorèche. Merci, Mme Dorèche. 3.7, refus de la demande d'acquisition pour le lot 2 077 888. À vous la parole. Ce sont les 4 points, là, incluant celui-ci. Là. Donc, c'était des points qui avaient été discutés à l'intérieur du comité consultatif d'urbanisme, donc pour lequel on fait état là, dans le PV qui a été déposé un petit peu plus tôt. À vous la parole. Oui, d'accord, merci. Considérant qu'une demande d'acquisition pour le lot 2 077 888 a été présentée par M. Robert Doré, considérant que cette demande a été présentée au comité consultatif d'urbanisme du 19 septembre 2023 et que le CCU, par sa résolution 1309-2023, recommandait au conseil municipal de refuser à la demande d'acquisition pour le lot 2 077 888 et d'entériner la recommandation du CCE pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans la résolution 1309-2023 du procès-verbal du 19 septembre 2023 et de refuser la demande d'acquisition pour le lot 2 077 888. Donc, nous sommes sur Rivière-du-Nord, à l'ouest de Montée-de-l'Église. Donc, il y a une petite rue là, super charmante là, qui vient longer la Rivière-du-Nord pour laquelle j'ai eu la chance d'aller visiter des citoyens la semaine dernière en compagnie de Mme Lapointe. Donc, sur le tableau, là, vous voyez le petit triangle là, qui est isolé, je dirais. Là, je cherche mon terme, enclavé, mais qui a une façade sur Rivière-du-Nord. Donc, il y avait une volonté là, du propriétaire, soit à l'est ou au nord, à l'ouest de la rue Ghislaine, donc qui voulait ajouter ça. Donc, cette propriété-là appartient à la ville. Donc, la recommandation du CCU, c'est de ne pas de s'en défaire. C'est en effet très, très conforme à ce qu'on fait. Normalement, quand on a des accès sur le bord de cours d'eau, on ne s'en départit pas, même si nous n'avons pas de plan à court terme pour utiliser ces terrains-là. Donc, c'est ce qui est recommandé. Et est-ce que ce sera ce qui est proposé? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe.
4.1, adoption du règlement numéro 4001-2023-17, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé. Il s'agit ici de l'annexe K, Côte-Saint-Paul, considérant l'avis de motion et projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 12 septembre 2023 par Mme la conseillère Danielle Derèche. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 4001-2023-17, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé. Donc, il s'agit de réduire une portion de la vitesse sur Côte-Saint-Paul entre la rue Félan et Montée de l'Église. Donc, c'est ce qui nous amène à l'intersection Saint-Paul de l'Église. Et c'est le lieu, l'an passé, où il y avait eu un accident là, concernant un piéton. Ça faisait plusieurs années qu'on avait des demandes de réduction de vitesse. Puis ça va s'intégrer un peu dans une planification générale là, d'intégration, mobilité active à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, c'est un segment d'environ 150-200 mètres. Donc, on va passer d'un 50 km/h à 30 km/h pour arriver finalement à un arrêt obligatoire. Donc, c'était l'objet de la demande. Donc, entre Félan et de l'Église. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Aubin, je vais le proposer. Merci, M. Urbain. 4.2. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, ce que l'on nomme familièrement le TAPU. Considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser la directrice du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains du gouvernement du Québec et d'autoriser la directrice du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Donc, c'est un programme de subvention qui ne s'applique qu'à l'intérieur des périmètres urbains pour faciliter la mobilité active. Donc, le périmètre urbain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est environ 1,5 km² autour de l'hôtel de ville, donc du nord au sud, de l'est en ouest. Ce qu'on vise, là, ce que nous avons dans le collimateur, c'est prolonger le trottoir des deux côtés, là, que ce soit jusqu'à la rue des Sportifs, donc le terrain de soccer, et aussi, fort probablement, là, pour faire le restant du trottoir qui nous amène à Côte-Saint-Paul, jusqu'à Félan, c'est ça, exact. Donc, en lien avec la réduction de vitesse, là, on fait une demande de subvention pour venir structurer vraiment tout ce segment-là pour favoriser justement le déploiement du transport actif sur notre intersection, une de nos intersections principales. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabibeau-Lieu, je le propose. Merci, Madame. 5.1, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, pompiers 1 et 2. Donc, c'est une subvention qui revient annuellement. Donc, il s'agit de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la... C'est vrai, j'ai fait ça? Ah oui, oui, ce n'est pas à négliger quand même comme résolution. 4.3, je m'excuse, abrogation de la résolution 233-07-2023 et détermination des travaux sur la responsabilité du ministère des Transports et de la mobilité durable dans le cadre du réaménagement de l'intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et de la montée de l'Église. Ça découle en fait, on avait une volonté de soustraire les travaux de la piste cyclable entre de l'Église et Pérideau sur le chemin de la Rivière-du-Nord du coût total des travaux réalisés par le MTQ, parce qu'on voulait prendre en charge ce volet-là. Parce que l'estimation des coûts que nous avions reçus pour, à l'époque, ce que l'on croyait n'être que la piste cyclable, elle nous apparaissait très élevée, à 700 000 $. Donc, on avait estimé, nous, le coût à 325 000 $. On s'est dit, c'est pas vrai qu'on va payer une facture pour laquelle on estime que ça coûtera moins cher. Donc, il y a eu une rencontre au sommet avec la Ville et les gens du MTQ. Et le MTQ a appris, je pense, presque en même temps que la Ville, que cette estimation de coût-là, ça incluait une section de la refonte de Rivière-du-Nord entre, c'est une question de chaînon, là, mais je dirais à peu près de 200 à 300 mètres sur Rivière-du-Nord qui était aux frais de la Ville. Donc, dans le 700 000, là, il y avait 400 000 de refonte
de l'infrastructure de Rivière-du-Nord, plus le 300 000 de la piste cyclable. Puis ça, évidemment, ça correspondait de manière beaucoup plus logique à nos estimations. Donc là, on s'est dit, OK, là, vous travaillez avec des chiffres qui sont les mêmes que les nôtres. Donc, suivant ça, on n'a pas objection à ce que vous fassiez les travaux coordonnés là, dans un même chantier, plutôt que de vous laisser faire les choses et ensuite commencer les nôtres. Ça, on l'aurait fait si ça avait généré une économie pour la ville, mais à coût égal, il n'y a pas pertinence de s'embarquer là-dedans. Donc, cette résolution-là, elle vient spécifier ça. Donc, il est proposé d'abroger la résolution 233-07-2023 relative à la signature d'une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre des travaux et de réaménagement de l'intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et de la montée de l'Église, et de convenir que la totalité des travaux présentés au plan de vie seront sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce qu'on a aussi voulu s'assurer dans cette rencontre-là, c'est qu'on sait que le chemin de la Rivière-du-Nord est applicable au programme d'aide à la voirie locale. Donc, on voulait aussi s'assurer que même si c'était le ministère des Transports qui faisait les travaux pour nous, bien, cette section-là pouvait être applicable à une subvention. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'on peut appliquer une subvention même si c'est un contrat qui est donné par le MTQ sur notre réseau? Et on nous a confirmé que c'était le cas. Donc, pour nous, il n'y a pas de raison de ne pas proposer au MTQ de prendre en charge les travaux-là puis de payer ensuite notre portion. Est-ce que quelqu'un propose cette résolution-là? L'abrogation, plutôt. Isabelle Lapointe, je propose. Merci beaucoup. Tout ça, là, on a fait ça parce qu'on s'est fait dire par le ministère des Transports que ça accélérait le processus. C'est quand même important à dire, parce que si on prenait charge de nos propres travaux, là, ça demandait une prolongation. Puis évidemment, notre souhait, c'est que ça aille le plus vite possible, non pas de créer des obstacles ou de générer des délais supplémentaires. 5.1, autorisation de procéder à une demande de subvention. Ça, voilà, j'ai fait la lecture tantôt. Donc, il s'agit de présenter une demande d'aide financière, transmettre ça à la MRC Rivière-du-Nord, d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Qui propose? Moi, je vais le proposer, Étienne. Merci, M. Urbain. 6.1, autorisation de signature d'une entente avec le club de golf Capri. Donc, après avoir signé une entente avec Bois-de-Belle-Rivière, après avoir signé une entente avec le lac Beatty à Gore, eh bien, nous revenons dans nos terres pour signer une entente avec le golf Capri qui a fait le bonheur de tant de gens pendant la pandémie. Donc, on désirait évidemment renouveler cette entente-là. On est entré dans un processus de négociation. Le propriétaire fait état de ses revendications, la ville a fait état des siennes, si bien qu'on est venu établir un montant, une durée, puis surtout une implication. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on garde un peu le même principe d'ouverture du site. Donc, on s'assure qu'il y a un tapis enneigé suffisant pour ne pas abîmer son infrastructure. C'est un terrain de golf. Il faut qu'il y ait un couvert enneigé suffisant pour pas que la pratique de sport d'hiver vienne abîmer son terrain. Donc, c'est 30 cm, 20 cm, 30 cm. Évidemment, le propriétaire fait valoir qu'il y avait de l'inflation, il y avait de l'inflation partout, blablabla. Fait qu'on s'est embarqué dans un processus. Finalement, on a décidé d'établir un prix, puis de lui laisser la discrétion d'ouvrir son bâtiment principal si ça lui convenait, mais que nous, on ne voulait pas prendre la responsabilité et de signer un contrat parce qu'évidemment, ça avait des coûts et on ne trouvait pas que le rapport bénéfice était intéressant. Toutefois, l'espace pour la pratique des sports d'hiver, donc marche, raquettes, ski de fond, fat bike, va demeurer possible. Il y avait été aussi question qu'il fasse l'entretien là, pour des questions d'assurance. C'est pas une bonne idée pour lui qu'il fasse ça. Donc, c'est plus avantageux d'embarquer sur le régime d'assurance des villes qui sont mieux adaptés à faire face à cette situation-là. Donc, on s'est entendu pour une entente de 2 ans. Le principe, c'est pas qu'on veut s'entendre plus longtemps que ça, c'est parce que nous avons par principe personnel de limiter les ententes qui chevauchent les mandats politiques pour pas attacher l'équipe qui sera élue en 2025, que ce soit nous ou une autre, à des décisions qui ont été rapportées, qui ont été prises dans le passé. Nous avons vécu ça quand nous sommes arrivés en 2017 et ce n'est pas agréable de vivre sur des ententes qui ont été négociées par d'autres. Donc, c'est la raison principale du 2 ans. Puis, on est venu établir un montant qui faisait état de revendication de trancher la poire en deux comme une bonne vieille négociation, là. Donc, c'est un montant supplémentaire. On est à 12 500 $ de location par année avec accès à volonté gratuit et c'est nous qui faisons l'entretien des sentiers. Est-ce que quelqu'un propose la signature de cette belle entente-là? Étienne Aubin, je vais le proposer. Merci beaucoup. Donc, 3 espaces verts, Bois-de-Belle-Rivière, lac Beatty, lac Capri pour l'hiver. Les 2 autres, c'est 12 mois par année.
mais qui procure à la population quand même 3 sites totalement différents d'activités qui peuvent se rejoindre, mais qui sont effectuées dans des environnements complètement distincts. Puis ça, on trouve quand même ça intéressant comme offre pour profiter des espaces verts, qu'ils soient sur notre territoire ou sur le territoire de nos voisins bien-aimés. 6.2, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Le PARIT, considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière, programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé. Considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Il est proposé d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique et d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Donc, nous avions fait le même type de demande l'an dernier. Puis là, on répète en fait la même demande. On va y faire des petites modifications, mais c'est pour la restauration de la grange et de la maison de Gaffney Kennedy qu'on veut transformer en espace culturel, en plus du financement du bâtiment accessoire là, qui servira éventuellement de site pour que ce soit cafétéria, dépôt, qui va venir s'ajouter finalement à la planification d'une piscine extérieure. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. 6.3, autorisation de dépôt de candidature de la Ville de devenir municipalité amie des enfants. Donc, le titre dit tout. On propose d'autoriser le dépôt de la candidature de municipalité amie des enfants en date de août 2023. Est-ce que quelqu'un propose? Agnes Corvin, je vais le proposer. Oui, c'est bien que ça vienne de la mère en formation et de la chanceuse détentrice du plus jeune bébé du groupe. Pardon? Après 6 mois, ouais, l'approbation est finie? Je pense pas. On apprend tous les jours. 6.4, autorisation au centre d'entraide de Saint-Colomban de procéder à la tenue d'un barrage routier afin d'amasser des fonds lors de la guignolée. Donc, considérant que le centre d'entraide de Saint-Colomban désire amasser des fonds en procédant à la tenue d'un barrage routier aux intersections suivantes, considérant la présence assidue de l'organisme aux différents événements de la Ville, considérant qu'en vertu du règlement 1011-2019 concernant la qualité de vie abrogeant et remplaçant le règlement 1011, l'autorisation du conseil municipal est requise. Il est proposé d'autoriser le centre d'entraide de Saint-Colomban à tenir un barrage routier dans le but d'amasser des fonds lors de la guignolée du 11 novembre 2023 de 9h à 15h. Donc, 5 intersections, chemin de la Rivière-du-Nord et rue du Boisé. Chemin de la Rivière-du-Nord et rue La Jeunesse. Côte-Saint-Paul et Montée de l'Église. Côte-Saint-Nicolas et Montée-Filion. Rue La Montagne et Côte-Saint-Nicolas. Donc, au cours de la dernière année, le conseil municipal a pris la décision de réduire les demandes. Ça n'avait pas été modifié, c'est ça? Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ce que je lis qui est important, non pas ce qui est écrit. C'est ce que je dis, voilà. Le conseil municipal a pris quand même une décision difficile cette année de réduire les demandes pour pouvoir faire des barrages routiers. Je pense que l'an dernier, on en a reçu plusieurs et on se retrouvait dans une situation où on ne voulait pas dire non à personne. Ceci dit, il y a des causes qui nécessitent davantage. Puis on s'est engagé à ce que cette cause-là soit la guignolée. On veut pas donner l'autorisation multiple à des groupes de solliciter les gens qui sont dans leur voiture. Fait qu'on a pris le choix conscient de réduire ces demandes-là à une, jusqu'à preuve du contraire. Puis une décision qui est prise à chaque fois par le conseil municipal. Mais c'est important pour nous que cette activité-là vienne en aide aux gens qui sont le plus dans le besoin sur notre population. Donc, il y avait des organisations sportives, il y avait des organisations de foi, il y avait des causes humanitaires aussi pour lesquelles on faisait des demandes, pour lesquelles ces gens-là faisaient des demandes. Puis on a décidé vraiment de restreindre ça à guignolée, aide alimentaire, besoins primaires qui sont exprimés là, par une proportion de gens qui habitent Saint-Colomban et qui ont fait le choix de venir ici. Donc, c'est ce que dit 6.4. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci beaucoup. Et je voulais faire peut-être un appel. Ils sont toujours en besoin de bénévoles. Je regarde Pierre. C'est jamais de refus des bénévoles pour le 11 novembre. Puis je pense que cette année, vous avez décidé de fonctionner sur 2
2 périodes, de 9 à midi puis de midi à 15 heures. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés à donner quelques heures le 11 novembre, donc des blocs de 3 heures, je vous demande de contacter le Centre d'entraide de Saint-Colomban. Ce serait bien ça. Sinon, peut-être contacter Jessica Ravi-Beaulieu, notre conseillère qui est affectée aux relations avec le Centre d'entraide, qui saura vous mettre en relation et qui transmettra les informations nécessaires pour les gens qui ont envie de s'impliquer. C'est demandant, c'est exigeant de déranger les gens dans leur voiture. On en voit toutes les couleurs, des bons et des mauvais, mais beaucoup plus de gens heureux de donner que le contraire. Ça permet de croiser les gens puis de générer un peu de bonheur dans les gens pour des gens qui se lèvent tôt parfois le samedi puis qui n'ont pas beaucoup exprimé les choses. Donc, ça prend de l'énergie pour être là puis ça fait toujours plaisir de le faire. Donc, si ça vous tente, contactez le Centre d'entraide ou ma collègue, Mme Ravi-Beaulieu. 6.5. Redistribution des pourboires amassés lors des différentes activités sociales de la Ville pour l'année 2023. Donc, considérant la tenue de différentes activités sociales de la Ville, considérant que l'article 91.0.1 de la Loi sur les compétences municipales permet d'accorder une aide financière aux organismes à but non lucratif à vocation sociale. Considérant que plusieurs bénévoles de différents organismes à but non lucratif reconnus par la Ville ont participé à la tenue d'activités sociales et ont ainsi permis d'amasser des fonds sous la forme de pourboires. Considérant que le montant total amassé en pourboire est de 9 735,13 $ et que la Ville désire les redistribuer de la façon suivante. Donc, la façon que c'est proposé en tableau, là, c'est chaque groupe faisait des représentations lors de différents événements, puis ils recevaient le pourboire pour lequel ils étaient affectés. Donc, si on commence avec le Club équestre Bonnybrook, ben j'en comprends que c'est extrêmement demandant faire du bénévolat, puis travailler au bar lors d'un festi-rock, mais ça semble être extrêmement payant. Fait que malgré qu'ils se sont fait casser les oreilles toute la soirée, j'espère qu'ils vont être contents de recevoir ce montant-là. Donc, 5 329,68 $. Je pense qu'il y avait aussi d'autres choses dans l'année. Là. Il y a la hutte hébergement d'urgence, 450,21 $. Ça, c'est quand on a reçu les 4 chevaliers O'Keeffe. Donc, c'est l'équivalent du moitié-moitié. Amicha et Tic-Féline Saint-Colomban, 2504,33 $. Donc, encore une fois, je vois leur présidente dans la salle, là, Mme Leblanc. Donc, une présence assidue aux différents événements de la Ville. Donc, on est très, très content de vous redistribuer ces pourboires-là. Club d'Argent de Saint-Colomban, 457,81 $. Donc, souvent, ça va correspondre à 2-3 présences lors d'événements. Club Optimiste de Saint-Colomban, 180,09 $. Mouvement des personnes handicapées Saint-Colomban, Saint-Canute, 401,33 $. Et la ZAC de Saint-Colomban, donc l'Association de chasse et pêche, c'est ça? Ah oui, le pickleball, merci beaucoup. Merci. Donc, 403,68 $ pour un montant de 9 735,13 $. Donc, ça peut valoir la peine de s'impliquer lors des activités organisées par la Ville. En voici une preuve financière. Donc, il est proposé d'autoriser la trésorière ou en son absence, la trésorière adjointe à distribuer et remettre les sommes aux organismes à but non lucratif concernés, tels que détaillés au tableau lors de la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Ravi-Beaulieu, je le propose. Merci. 6.6, reconnaissance à titre d'organisme partenaire. 2 organismes, Carrefour Jeunesse Emploi Rivière-du-Nord et Cercle des fermières de Saint-Canute. Donc, il s'agit de reconnaître ces organismes partenaires de la Ville et ce conformément à la politique numéro 8014. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci. Ça venait de la recommandation du directeur du service du travail, du développement social et des loisirs. 6.7, demande d'extension du délai relativement au dépôt du plan d'action du programme Municipalité Amis des aînés, programme de soutien à la démarche MADA, volet 1. Donc, il s'agit d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à entreprendre une démarche d'extension de délai afin de permettre le dépôt du plan d'action du programme Municipalité Amis des aînés, programme de soutien, au plus tard jusqu'au 29 février 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Ravi-Beaulieu, je le propose. Merci. 7.1. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet Culture et Inclusion. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice du service de bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'appel de projet Culture et Inclusion du gouvernement du Québec et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Mais Jessica Ravi-Beaulieu, je le propose encore. Merci. 7.2, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière. Donc, même chose, il s'agit d'autoriser cette directrice
bien-aimé du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de l'élaboration du plan de développement d'une communauté nourricière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Donc, nous avons déjà un plan. Donc, ici, ce serait pour le développer, donc le mettre en œuvre. Est-ce que quelqu'un propose? Bien, Jessica Rabibeault-Lieu, je vais le proposer également. Merci, Mme Rabibeault-Lieu. Ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, il s'agit de se présenter, comme je l'ai dit tantôt, au lutrin. Ce qu'on veut savoir, c'est la rue sur laquelle vous habitez et votre nom, évidemment. Vous posez votre question au président d'Assemblée. Donc, c'est moi. Si jamais une question s'adresse à un des membres du conseil, simplement le mentionner, je vais donner la parole. Mais sinon, la parole est à vous et les questions peuvent être de tout sujet d'intérêt public, bien sûr. Donc, par respect, on priorise les gens dans la salle et ensuite, on va en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? On avait reçu une question préalable cette semaine. Oui, en Donc, fait, on en a reçu 2. Merci. Ce soir, au micro, nous avons Mme Saint-Pierre-Desjardins qui servira de voix aux gens sans voix à la maison. Donc oui, en fait, les deux oui, questions portent merci. sur le même sujet. Donc, je vais vous lire celui de Mme Olivia de Candido, rue de Loiselet, et M. Jean-Nicolas Dagne, rue de Loiselet aussi, avait une question avec le même sujet. Donc, bonjour, je viens de voir que le terrain où se trouvait anciennement le golf Bonnybrook est à vendre. Je suis une résidente de Saint-Colomban et je pense que ça ferait un très bel espace public, comme un parc pour les citoyens et citoyennes pour leur permettre de profiter de la nature. Cela semble aller dans le même sens que vos orientations 4 et 5 de la politique culturelle sur la reconnaissance du patrimoine naturel et sur l'identité et l'appartenance à la ville. Une belle façon de préserver et mettre en valeur un magnifique paysage de la ville. Est-ce que la ville considérerait faire l'achat de ce terrain afin de l'aménager et le rendre accessible à la population? Merci beaucoup pour votre question. Dès 2018, quand on est entré en poste, on a entamé des démarches avec le propriétaire afin de regarder si la prise de possession pouvait être possible. Il y avait eu des rencontres à l'époque, mais on n'avait jamais été capable d'avoir un prix, ceci dit, du propriétaire. Ce qu'il faut savoir dans le prix qui est mentionné actuellement, c'est que le lot où se situe le bâtiment principal avec les bâtiments qui nous amènent jusqu'au ruisseau Bonnybrook à partir de Côte-Saint-Paul, qui est le lot le plus intéressant en matière de paysage et de patrimoine. Et il a été vendu le mois d'août dernier. Donc, ce qui est à vendre actuellement, là, ce sont les 2 lots, si je ne me... Ben, il y a plus que 2 lots, là, mais c'est les parties qui représentent les terrains vacants le long de la rue Bonnybrook, donc qui sont affectés à aucun bâtiment. Donc, évidemment, le prix demandé est très loin de la valeur de l'évaluation municipale. Ceci dit, on est bien au courant que l'évaluation municipale peut différer de la valeur du marché, mais là, on est dans des années-lumière en termes d'évaluation municipale, puis ce qui est demandé de la part du promoteur. Donc, à ce prix-là, il n'y a pas d'intérêt de la part du conseil municipal de faire l'achat de ce terrain-là. Il faut savoir que ce terrain-là a été abandonné. Donc, pour ceux qui le voient, il n'y a pas grand-chose qui pousse à l'exception de mauvaises herbes. Donc, pour la ville de prendre possession de ça, là, ça implique, pour en faire un espace vert viable et agréable, énormément d'investissements pour réaménager ça dans un état, je dirais, intéressant pour des espaces verts, sinon que de le laisser aller. Puis, au prix annoncé, là, ça ne vaut pas la peine d'acheter un terrain pour le laisser aller, malheureusement. Merci. La prochaine question de Pierre-Olivier Forget, rue des Améthystes. J'aimerais avoir des nouvelles concernant le lampadaire demandé au coin des Améthystes et montée de l'église. La dernière fois, M. le maire a mentionné que c'était trop compliqué avec Transport Québec et qu'il s'arrangerait lui-même d'une autre façon pour y mettre un lampadaire, mais toujours rien. Merci d'éclairer les citoyens du quartier La Rochelle. Oui, en fait, c'est vrai. Il y a un lampadaire qui est très près, mais qui n'est pas à l'intersection d'Améthystes de l'église. Ceci dit, ça avait été mentionné dans les différentes discussions avec le ministère des Transports. Il était en processus d'analyse photovoltaïque. C'est ça le terme? Photométrique. Donc, pour revoir tout le principe d'éclairage sur montée de l'église. Puis, nous, on avait regardé aussi à l'époque pour faire nos propres gestes sur le réseau, puis ça venait, on nous a fortement déconseillé d'agir en ce sens-là. Je regarde ma directrice générale parce que ça fait quand même plusieurs mois
qu'on avait eu cette information-là, puis à cet effet-là, il n'y avait pas eu de nouvelles. Donc, devant cet obstacle-là d'aller jouer un peu dans le réseau du MTQ, puis pas nécessairement trop comprendre dans quoi on s'embarquait, étant donné qu'il y avait un lampadaire qui n'était pas à l'intersection, mais qui était un petit peu plus au nord, donc un peu dans la pente, on a décidé de ne pas donner suite pour l'instant. Puis je sais que Mme Gravel nous a entretenu de quelque chose un peu plus tôt aujourd'hui, mais que vous aviez une volonté de réactiver le dossier. Donc, Mme Gravel va aller se faire les dents avec le ministère probablement pour essayer de trouver une solution à notre convenance et à votre convenance aussi, M. Forgette. Monsieur Ronald Carrière, rue de l'Accueil, demande « À quand le pavage de la rue de l'Accueil? On en entend parler depuis 3 ans. Les échanges de terrain sont acceptés et signés pour notre tronçon. Il manque quoi? » Oui, en fait, c'est vrai, ça fait longtemps. Nous aussi, on trouve que ça fait longtemps, mais on a réglé les dernières signatures. Je regarde Mme Séguin, ça fait quoi, 6 semaines? Avec un des propriétaires. Donc, on s'est assis il y a 6 semaines, puis on a réglé les derniers éléments de la discussion. Promesse, fait qu'on n'est même pas encore chez le notaire. Donc, on en a parlé au PTI le mois dernier, puis ce qu'on prévoit, c'est les travaux 2024. Ceci dit, je ne me rappelle pas si ça inclut l'asphaltage de la partie déjà construite entre de l'église et les travaux qui vont être à faire. Ça demeure à vérifier. Là, je ne me rappelle pas de cette information-là. Fait que nous, là, ce qui nous presse, c'est les travaux pour faire l'infrastructure. L'asphaltage, précisément, là, je vais essayer de vous revenir le mois prochain, M. Carrière, avec une réponse. Puis si je l'ai avant, j'essaierai de communiquer avec vous pour vous informer directement. Madame Émilie Hébert, rue des Patriotes, a 2 questions. La première, vous n'avez reçu aucune candidature de personnes venant de communautés marginalisées, j'imagine, suite à l'affichage du poste d'intervenante psychosociale? Il faudrait préciser. Moi, je ne peux pas m'avancer. Il me semble qu'il manque de détails dans la question. Je vais enchaîner avec la deuxième question. Merci. Peut-être qu'on aura plus de détails. La deuxième est, avez-vous fait un appel d'offres pour le site Web? Oui, c'est une demande de prix, en fait. Notre règlement de gestion contractuelle nous permet de faire des demandes de prix pour des prix estimés entre 25 000 et là, on est rendu à 120 000 $. Donc, quand on pense que des prix vont avoir lieu, vont sortir finalement de 20 et 120 000, on peut faire une recherche de prix directement. Donc, on envoie finalement nos exigences à des compagnies directement. Donc, on en avait ciblé, dans ce cas-ci, 3, mais il y avait eu des démarches préalables de recherche là, pour cibler des firmes qui étaient capables de faire le travail auquel on s'attendait. Ça, c'est la directrice des communications qui a fait ce travail-là. Aller en appel d'offres, ça aurait voulu dire qu'on s'attendait à des prix de plus de 120 000 $. Puis clairement, ce n'était pas l'intention du conseil municipal d'aller à un montant aussi élevé. Fait qu'on est allé en recherche de prix, mais dans le processus de système électronique d'appel d'offres pour les contrats de 120 000 $, on n'avait pas besoin de faire ça. Je n'ai pas de retour de Mme Hébert pour préciser la question. Ça fait le tour des questions pour Ça fait le tour des questions, mais Mme Hébert, elle pourra toujours préciser, soit dans la messagerie, puis on pourra lui répondre. Évidemment, on m'a glissé à l'oreille que les candidatures sont de nature confidentielle, mais la Ville cherche toujours à embaucher les meilleurs employés pour les postes affichés. C'est le critère premier. Puis on n'a pas de politique, on n'a pas de politique pour favoriser actuellement la diversité culturelle pour un poste. Non, puis il n'y a pas de discrimination à cet effet-là. On prend vraiment les meilleures candidatures. Puis je pense que le passé nous a prouvé qu'on embauche. Ça ne nous effraie pas du tout, cette question-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, un bon retour à vous dans la salle et une belle fin de soirée à ceux qui nous écoutent en ligne. On se revoit le 2e mardi de novembre pour une séance que je l'espère ne se fera pas sous la neige. Ce sera le fun d'attendre un peu. Sinon, je vous souhaite un joyeux Halloween. Profitez des dernières activités automnales, profitez des paysages. On se revoit en novembre. Merci beaucoup. Est-ce que je vais quelqu'un proposer la fin de la séance, M. le maire. Merci, Mme Wilson. Donc, la séance est close. Bon retour.